L'univers est plein de trésors. Mais encore faut-il savoir où creuser. C'est rigolo d'exploser des trucs. Notre mission, découvrir les richesses du cosmos. Dans cette quête, chaque trésor sera plus précieux et plus inaccessible que le précédent. De l'or et des diamants à l'énergie illimitée, et même à la clé de toute vie. Jusqu'où irons-nous? Je devrais pouvoir marcher sur l'eau. À mon avis, tu vas couler. J'espère que c'est bon pour la peau. Nous allons affronter de terribles épreuves. C'est pas truqué, c'est vraiment ma voix. Bouclez vos ceintures. Nous partons aux confins de l'univers pour une chasse au trésor à l'échelle cosmique. Un astéroïde de la taille de l'île de Manhattan va entrer en collision avec l'Amérique du Nord. Il va frapper la Terre avec une puissance de 10 milliards d'Hiroshima. Mais ce funeste messager des cieux ne va pas détruire notre planète. Il va créer un trésor de 1000 milliards d'euros. Un trésor, c'est quelque chose de très utile ou de très recherché. Quelque chose de très difficile à trouver. Sur Terre, un trésor, c'est de l'argent, de l'or, des diamants. Des trésors, il en existe de toutes formes, de toutes tailles et surtout de toutes valeurs. Nous allons chercher les plus grandes richesses de l'univers. Notre chasse au trésor intergalactique commence chez nous, sur la Terre. Le sous-sol de cette bourgade de l'Ontario, au Canada, recèle une formidable quantité de métaux précieux. Nous sommes dans le bassin de Sudbury au Canada. C'est l'un des plus grands gisements de minerais d'Amérique du Nord. En l'espace d'un siècle, on a extrait ici l'équivalent de 1000 milliards de dollars. Le cuivre et le nickel sont les principaux métaux, mais il y a aussi du platine et même de l'or. La star de Sudbury, c'est le nickel. On en extrait pour 1,4 milliard d'euros par an. Mais le gisement contient aussi de l'or et d'autres métaux précieux. C'est ce qui rend cet endroit si rentable et si mystérieux. Ici, nous sommes dans la partie nord de Sudbury, à plus de 150 mètres de profondeur. Les gisements de minerais forment des veines comme celle-ci, de longues traînées linéaires. On dirait que quelqu'un les a peintes sur la paroi. Elles ne font que 30 cm de large. Mais elles se poursuivent à des dizaines de mètres au-dessus de nos têtes et des dizaines de mètres sous nos pieds. Ce réseau de veines représente des millions de dollars. La plupart des gisements qu'on trouve dans le monde ne contiennent qu'un seul métal. Ce qui est étonnant à Sudbury, c'est qu'on y trouve beaucoup de métaux différents. C'est l'un des très rares endroits au monde à posséder une telle variété. Cette roche contient du cuivre qu'on utilise pour les installations électriques, par exemple. Mais il y a aussi du palladium et du platine. Le platine, il y en a dans les pots catalytiques des voitures. Et puis il y a aussi de l'or, un métal précieux. L'or est un élément mineur du gisement de Sudbury. Mais il représente tout de même des centaines de millions d'euros. Et on ne l'utilise pas seulement en bijouterie. Les gens aiment avoir des objets en or. C'est un très bon conducteur électrique, ça réfléchit la lumière, c'est malléable. C'est vraiment le trésor idéal. Mais les chercheurs d'or vous le confirmeront,
c'est un métal insaisissable. Si on faisait un gros cube de tout l'or extrait dans le monde en une année, il tiendrait dans un salon de taille moyenne. Et si on prenait tout l'or produit par l'humanité depuis le début des temps, on ne pourrait construire qu'un tiers du Washington Monument, un obélisque haut de 170 mètres. Pourquoi y a-t-il si peu d'or dans le monde? L'or est difficile à trouver parce qu'à la différence de la plupart des autres métaux, il ne flotte pas dans l'écorce terrestre. Du fait de l'attraction terrestre, la plus grande partie de l'or est attirée vers le noyau de la planète. Mais les premiers mineurs arrivés à Sudbury ont trouvé de l'or mélangé avec les autres métaux. Cette étrange particularité cache quelque chose. Comment a-t-on compris le processus de formation de Sudbury? Ceci, c'est un cône de percussion. On ne peut pas le créer avec de la dynamite, ni même avec une arme nucléaire. Ces fractures coniques résultent de l'impact d'un astéroïde percutant la Terre à très grande vitesse. Sudbury doit donc sa richesse à un astéroïde. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel astéroïde. L'astéroïde de Sudbury est le deuxième plus grand corps à avoir frappé la Terre. L'impact a clairement pu déclencher une extinction massive. C'est donc le même astéroïde qui a frappé l'Amérique du Nord il y a 1,85 milliard d'années. Et c'est lui qui a créé l'immense trésor de Sudbury. Mais comment a-t-il réussi cet exploit? Lors de l'impact, il s'est formé un cratère de 160 km de diamètre. Au fond de la cuvette, la roche en fusion et le métal liquide ont commencé à tourbillonner à des températures 2 fois plus élevées que la lave d'un volcan. À l'intérieur de ce maelstrom, le cuivre, le nickel et d'autres métaux précieux, dont l'or, ont coulé vers le fond et formé de longs réseaux de veines dans l'écorce terrestre. À la surface, la roche s'est refroidie. Elle a formé un couvercle solide cachant ce précieux gisement. Le trésor était enfoui. L'astronaute Mike Massimino et le scientifique Steve Jacobs vont reproduire cet événement cataclysmique avec un canon, une boule de métal et un cube de glace. Un impact d'astéroïde, ça semble tout simple. Boum! Un gros trou dans le sol. Mais la configuration du trésor de Sudbury n'est pas due au hasard. On peut tout à fait l'expliquer. Et pour cela, on a besoin de ce petit boulet de canon. On va essayer de rejouer en miniature ce qui s'est produit à Sudbury. Ce boulet sera l'astéroïde. Le bloc de glace représentera la région de Sudbury. Et on va projeter ce boulet de canon en plein sur le bloc. Qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'il va y avoir un cratère. Ça paraît logique. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut observer, c'est un autre phénomène. En se déplaçant dans l'espace, il a accumulé beaucoup d'énergie cinétique. Mais où est passée toute cette énergie? Dans la Terre. Exactement. Quand une telle boule d'énergie vient frapper la Terre, il est facile de repérer le cratère. Mais en réalité, il se passe tout un tas de choses. Pour le voir, il faut regarder de près. Tu es prêt? Je suis prêt. Et toi? Je crois qu'on va se régaler. 3, 2, 1, feu!
Super. La vache! C'est rigolo de faire exploser des trucs. Regarde, c'est fou. On voit bien là où l'impact a eu lieu. C'est un peu écrabouillé. Il y a eu un transfert d'énergie qui a fait exploser la glace. On voit le cratère, mais on va l'oublier pour l'instant et regarder autour. Dis-moi ce que tu vois. On voit des fissures, et plus fort encore, des fissures à l'intérieur. Ce réseau de fissures abrite le trésor. Ce colorant va jouer le rôle des minéraux en fusion. Verse-en dans une fissure et voyons ce que ça donne. Voilà. Il se répand dans les fentes de la glace. C'est génial. Regarde les motifs qu'il décrit. Ce liquide a fait apparaître les failles et les fissures. On ne les voyait pas bien, et le colorant les a illuminés. Et comme ce colorant, après l'impact de l'astéroïde, l'or et les autres métaux se sont répandus dans ces fissures et les ont remplies. C'est ainsi qu'est né ce réseau de veines métallifères. Ces veines se sont formées dans la glace de la même manière que celles de Sudbury. On sait maintenant comment ces réseaux souterrains se sont formés. Mais une question demeure. D'où viennent les métaux précieux? Pour certains, ils étaient présents sur l'astéroïde, véritable cargo intergalactique bourré de trésors. Les astéroïdes et les comètes font peur. On parle beaucoup des extinctions de masse que ces bolides intersidéraux ont causées, comme celles des dinosaures. On parle moins de leur apport en métaux lourds. Mais l'étude de la configuration rocheuse autour de Sudbury montre que ce trésor n'est pas venu du cosmos. Ses origines sont bien plus terre à terre. L'un des mystères de Sudbury, c'est la provenance des métaux. Si on observe ces rochers, on trouve un élément de réponse. Normalement, on devrait trouver des particules de métal éparpillées dans toute la zone. Mais ce n'est pas le cas. En regardant, on ne trouve aucune trace de métal. Les métaux ont sombré au fond. Cela signifie qu'avant l'arrivée de l'astéroïde, les particules d'or et d'autres métaux étaient trop éparses pour être exploitables. Lors de l'impact, les atomes se sont fondus ensemble pour créer ces veines compactes. On peut dire que le trésor était déjà dans la région de Sudbury avant l'arrivée de l'astéroïde. Mais l'impact a concentré ces métaux précieux pour en faire un formidable gisement. La formation des gisements de métaux est un processus complexe. Mais ce n'est rien comparé à celle d'un autre trésor. Un matériau qui attire plus encore les convoitises que l'or, le diamant. On aime les diamants parce qu'ils brillent. Et moi, je les apprécie en tant que scientifique parce que c'est du carbone cristallin. En plus, ils sont extrêmement durs et très rares. Tous ces éléments les rendent précieux. Le diamant se forme quand on a du carbone graphite exposé à la fois à une très haute pression et des températures très élevées. Ces deux facteurs sont nécessaires pour écraser et donner un diamant. Le plus gros diamant jamais découvert est le Cullinan. Sa masse est de 3106 carats. Et il a été estimé à plus de 400 millions d'euros. Pas mal pour un bout de carbone. Un diamant est une denrée précieuse et plutôt difficile à trouver.
Mais pourquoi? Parce qu'ils naissent dans des conditions extrêmes, à près de 160 km de profondeur. Là, dans le manteau, la température est si élevée que le métal devient liquide et la pression dépasse 70 tonnes par centimètre carré. Dans cet enfer souterrain, les atomes de carbone cristallisent pour se métamorphoser en diamants. Ensuite, pour atteindre la surface, les diamants vont profiter d'un sursaut magmatique perçant la croûte terrestre à des vitesses supersoniques. Ce sursaut crée une cheminée volcanique, une structure conique en surface. Là, la roche se refroidit rapidement, emprisonnant les diamants. Mais comment le carbone se métamorphose-t-il en diamant? Le diamant est le matériau naturel le plus dur qui soit. Les atomes de carbone dessinent une sorte de treillis. Sa structure est si serrée qu'on ne peut pas la déformer. Elle s'est formée sous une pression extrême. La pression produit donc des effets extraordinaires. Et Andy Howell, l'astronome risque tout, va nous le prouver. Grâce à elle, il va transformer un liquide en solide et rejouer un exploit biblique. Nous allons voir si 2 tonnes d'amidon de maïs et un peu de pression peuvent me permettre de marcher sur l'eau. J'aurais jamais cru que c'était si dur. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Parfois, il faut savoir sortir du labo et prendre des risques. On est en train de verser ce liquide gluant dans une benne. Normalement, la pression de mes pieds devrait suffire à rendre cet amidon solide et me permettre de marcher sur l'eau. Ça pèse combien à ton avis? Je dirais 5 kilos. Exactement. Et regarde, je la mets là-dedans. Oups. 5 kilos et ça coule. Mais comment ça pourrait supporter mon poids? Je pèse 90 kilos. La plupart des liquides qu'on voit tous les jours sont newtoniens. C'est-à-dire que si j'exerce une pression sur le fluide, il va diluer cette pression sur toute la surface du contenant. Si je plonge mes doigts comme ça, la pression exercée va se disperser dans toute la surface de la benne. Voilà pourquoi, si vous essayez de marcher sur l'eau, vous risquez de boire la tasse. L'eau va rester fluide, quelle que soit la force qu'on exerce sur elle. Mais ce mélange d'amidon de maïs et d'eau se comporte de façon non newtonienne. C'est-à-dire que la pression ne se répartit pas très vite. Elle modifie la structure moléculaire du mélange et le rend solide, l'espace de quelques secondes. Cette réaction s'explique par le fait que l'amidon de maïs est constitué de longues chaînes d'atomes. Quand on les soumet à une certaine pression, ces chaînes s'en mêlent, forment une surface solide et se démêlent rapidement pour redevenir un liquide. La pression modifie donc sa structure au niveau moléculaire. Donc ça veut dire que je devrais pouvoir danser sur cette surface? Tu veux faire un petit test? Je veux bien. Tiens, prends cette balle rebondissante. Elle devrait rebondir, hein? Ouais, lance-la. C'est pas très concluant. On va essayer une masse plus grande. Essaye avec cette balle. Cette fois, on a exercé assez de pression pour solidifier la surface. Je dois faire pareil? Fais pas comme la petite balle. Fais comme la grosse. Je suis pas rassuré quand même. Bravo! T'as réussi! C'est génial! Bravo! Vas-y, recommence! La science a gagné! Tiens, je vais faire un peu d'aérobic. Tes 90 kilos exercent une grosse pression sur le liquide et modifient sa structure moléculaire. C'est un type de réaction qu'on peut voir partout dans la nature.
C'est comme ça que le carbone devient du diamant. Difficile à croire, mais chacun des pas d'Andy a le même effet que des millions de kilos de terre pesant sur du carbone dans le manteau terrestre. Cette pression doit être exercée en permanence. Sinon, le diamant ne se formera pas. Et Andy va prendre un bon bain. Si je ne bouge plus, je vais couler. C'est à peu près sûr, oui. J'espère que c'est bon pour la peau. Tu te sacrifies pour la science. Tu es prêt? Je suis fier de toi. Vas-y! C'est vraiment très étrange comme bain. Qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? C'est la deuxième phase de la démonstration. D'abord, tu nous as montré ce qui se passe dans un fluide non newtonien et tu as flotté. Et quand tu as cessé d'exercer une pression, tu as coulé. Avec beaucoup d'élégance, d'ailleurs. Est-ce que cette réaction fonctionne dans l'autre sens? La pression peut-elle transformer un solide en liquide? John Eggert, du laboratoire national de Lawrence Livermore, l'a prouvé. Il a créé des conditions de pression extrême pour liquéfier un objet de la plus haute valeur. Il est difficile de faire fondre un diamant. Si on le fait à l'air libre, il brûle. Si on le fait dans le vide, il se transforme en graphite et le graphite va fondre. La pression doit dépasser les 15 000 atmosphères pour qu'il fonde tout en restant à l'état de diamant. Dans son laboratoire, John Eggert a créé une pression 40 millions de fois supérieure à celle qu'on ressent au niveau de la mer. Ensuite, il a fait monter la température avec un laser. On a appliqué 3 kJ d'énergie, ce qui suffirait à faire décoller votre frigo et le faire passer à travers le toit. Cette énergie exerce une très forte pression sur le diamant. Grâce à ce dispositif, il a pu mesurer la pression nécessaire pour faire fondre un diamant. Le plus surprenant lors de la fonte du diamant, c'est que les fragments restants flottaient sur le carbone liquide. Le diamant solide flotte donc sur le diamant liquéfié. John Eggert s'est alors demandé où ce type de conditions extrêmes pouvait exister dans la nature. Où peut-on trouver des conditions similaires à celles nécessaires à la fonte du diamant? Il faut des pressions très élevées, de très hautes températures et beaucoup de carbone. La planète Neptune réunit ces conditions. C'est sans doute le plus grand gisement de diamants du système solaire. Imaginez un océan rempli de diamants flottants. Mais Neptune ne nous livrera pas ce gisement aussi facilement. Pour l'atteindre, il nous faudrait d'abord franchir sa dense atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Les rafales qui la secouent sont 6 fois supérieures aux tempêtes les plus fortes qu'on ait vues sur Terre. Ensuite, il faudrait survivre à son manteau mortel fait d'eau, d'ammoniac et de méthane, qui peut atteindre des températures supérieures à celles du Soleil. Au-delà de ces enfers successifs, on verrait apparaître le noyau extérieur, une vision féerique. Un océan de carbone liquide où flottent des icebergs de diamants. Mais bien sûr, tout cela n'est qu'un rêve. Il est absolument impossible d'aller sur Neptune pour récupérer ces diamants. L'attraction gravitationnelle est telle que même si on pouvait y parvenir, on ne pourrait plus en repartir. Mais il existe d'autres gisements précieux et bien plus accessibles dans notre système solaire. Nous avons vu qu'un astéroïde a fait naître un trésor à Sudbury. Mais les météorites eux-mêmes sont de véritables coffres au trésor.
Si on additionne le volume total d'astéroïdes connus, on obtient seulement un 200 millième du volume de la Terre. En revanche, la quantité de métaux contenus dans ces astéroïdes dépasse de très loin tout ce qu'on a jamais extrait au cours de l'histoire de l'humanité. Et sur ces astéroïdes, on trouve de tout. Cuivre, argent, or. Mais comment les atteindre? C'est le début d'une ruée vers l'or d'un nouveau genre. Une chasse au trésor intergalactique. Les astéroïdes sont de précieux voyageurs cosmiques. Ils peuvent provoquer la combinaison de minuscules particules pour en faire de riches gisements. Et ce sont, eux aussi, des trésors volants. Mais personne n'a vraiment envie que l'un de ces immenses rochers ne fasse un détour par notre planète. Si nous voulons accéder à leurs richesses, c'est à nous d'aller vers eux. Où peut-on trouver des trésors dans l'univers? Les astéroïdes sont tout indiqués parce qu'ils sont plus proches que les planètes. L'astéroïde Eros passera bientôt à 27 millions de kilomètres de la Terre. Une paille à l'échelle astronomique. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il contient une prodigieuse quantité de métal précieux. Ce géocroiseur de la taille du lac Léman contient plus de métal qu'on n'en a jamais extrait dans l'histoire de l'humanité. On pourrait empiler tout ce que nous avons jamais construit. De la tour Eiffel, au pont du Golden Gate, tous les gratte-ciel, toutes les voitures. Et tout cela ne représenterait qu'un petit fragment de la quantité de métal que contient Eros. Avec les ressources qu'il recèle, on pourrait construire une structure reliant la Terre à la Lune, Mars et plus loin encore. La valeur totale d'Eros, si on compte tous les métaux qu'il contient, est de 14 000 milliards d'euros. C'est incroyable pour un seul astéroïde. Mais ces trésors n'ont pas seulement une valeur économique. Si on veut un jour coloniser l'espace, il faut être autosuffisant. Il faut pouvoir exploiter les ressources qu'on trouve dans l'espace. C'est très coûteux d'emmener des matériaux avec soi. Quand on a découvert le Nouveau Monde, il y a plus de 500 ans, il a fallu construire des maisons. Pour ça, les colons ont utilisé les matériaux trouvés sur place. Mais pour les exploiter, il faut d'abord pouvoir les atteindre. Quelques missions, dont la sonde japonaise Yabusa en 2003, ont réussi à se poser et à prélever quelques échantillons de l'un de ces voyageurs. Mais la NASA a des ambitions encore plus grandes. L'envoi d'une mission humaine sur un astéroïde a été décidé par l'administration Obama. Elle est programmée pour 2025. C'est bientôt. L'un des objectifs de cette exploration, c'est de recueillir un échantillon assez grand pour qu'on puisse étudier sa structure chimique. On verra si elle a pu semer sur la Terre primitive les éléments constitutifs de la vie. Et le défi, c'est que les astéroïdes sont quasiment dépourvus de gravité. On ne peut pas se balader à leur surface comme ça. On serait vite projeté en orbite. Cette quasi-absence de gravité est due à leur faible masse. Il ne sera pas facile de se déplacer à sa surface. Les grimpeurs semblent être experts dans cette lutte contre la gravité. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas exactement la même chose. Jan Garrick Bethel s'est justement intéressé à la question. Le défi dans l'exploration d'un astéroïde, c'est sa très faible gravité. Pour nous ancrer à un objet de ce type, on peut imaginer d'utiliser des rivets, comme en escalade.
Mais la surface d'un astéroïde n'est pas faite de roc. Elle s'apparente plus à de la poussière ou du gros sable. Si on plante un rivet là-dedans, il ne tiendra pas une seconde. Cette faible gravité empêche donc tout mouvement. Un simple geste comme celui-ci vous propulsera droit dans l'espace. Pour rester collé à la paroi, un grimpeur a besoin de la gravité. Sans elle, il flotterait à distance de celle-ci. Existe-t-il une solution à ce problème? L'une des solutions envisageables pour qu'un astronaute reste à la surface, c'est d'enrouler un ruban très résistant en Kevlar autour de l'astéroïde. Grâce à cela, l'astronaute pourrait rester ancré au sol. L'idée de Yann pourrait bien résoudre notre problème. On pourrait placer un ruban de Kevlar tout autour de l'astéroïde. L'astronaute y serait relié par un harnais métallique. Une sorte de ceinture de sécurité géante qui créerait une gravité artificielle et lui permettrait de l'explorer sans être projeté dans l'espace. Cette solution ouvre un univers de possibilités et l'accès à des gisements illimités. Mais le métal n'est pas le seul trésor de l'univers. Notre soif de puissance va nous conduire vers un nouveau magot. À la différence de l'or ou des diamants, on ne peut le toucher. On ne peut pas même le voir. Pourtant, c'est sans doute le plus grand trésor de l'univers. L'hélium 3. Son neutron manquant fait de lui l'un des carburants les plus efficaces qui soient. L'hélium 3 est l'un des rares isotopes de l'hélium. Il permet de produire la fusion nucléaire sans les effets dangereux des radiations. La fusion, le fait de lier les atomes entre eux pour produire de l'énergie, est la clé d'une énergie propre et abondante. Gerald Kulczynski, de l'Université du Wisconsin, travaille sur le potentiel de l'hélium 3. Nous étudions la possibilité de transformer de l'hélium en hélium 3. Ne vous réjouissez pas trop vite. La fusion propre n'est pas pour demain. Pour l'instant, Gerald Kulczynski déblaye le terrain. Cette belle machine s'appelle Helios. Et ce qu'on voit à l'intérieur, ce sont des réactions de fusion. Elles émettent de la lumière, d'où les éclairs qu'on aperçoit. 80% d'augmentation dans le taux de neutrons, avec une croissance de 25%. Si Kulczynski parvient à produire la fusion de l'hélium 3 à grande échelle, cet isotope pourrait devenir une manne extraordinaire. Une tonne d'hélium 3 produirait l'équivalent de 10 000 mégawatts d'électricité. Cette quantité est suffisante pour alimenter une population de 10 millions d'habitants pendant toute une année. Problème, l'hélium 3 est extrêmement rare sur Terre. Il provient en grande partie de la production des armes thermonucléaires. Pour produire de l'électricité à grande échelle, nous avons besoin de tonnes d'hélium 3. Or, ce qui vient de la production d'armes n'est au mieux que de 2 kg par an. C'est ce qui rend l'hélium 3 si précieux. J'ai ici environ 1 litre d'hélium 3. Actuellement, cet isotope se négocie sur le marché à 3 000 $ le litre. Cela revient en gros à 16 millions de dollars le kilo. Mais dans l'espace, l'hélium 3 est beaucoup moins rare. Le Soleil est la plus grande source d'hélium 3. Si on ne le trouve pas sur Terre, c'est à cause de la magnétosphère de notre planète qui capte toutes ces particules. L'hélium 3 est donc beaucoup plus abondant dans l'espace que sur Terre.
La Lune pourrait en receler plus d'1 million de tonnes. La quantité estimée d'hélium-3 sur la Lune est telle qu'à l'état liquide, elle remplirait ce stade. Et elle fournirait assez d'énergie pour alimenter notre planète pendant 5000 ans. Et encore, ce n'est rien à la quantité présente sur les géantes gazeuses comme Uranus ou Neptune. Et si on va au-delà de la Lune, on pourrait remplir 10 des plus grands stades américains et produire de l'énergie pendant plus de temps qu'on ne peut le concevoir. Ces stocks d'hélium-3 vont peut-être déclencher l'équivalent d'une ruée vers l'or galactique. Sur Uranus, il y a assez d'hélium-3 pour couvrir les besoins de l'humanité pendant 4 milliards d'années. Pour le récolter, les scientifiques ont imaginé d'utiliser des ballons dirigeables géants. Les ballons gonflés à l'hydrogène flotteraient dans le ciel de cette mine volante pour en extraire l'hélium-3. La base des ballons contiendrait une usine de transformation qui séparerait l'hydrogène de l'hélium pour le stocker dans des réservoirs. Un vaisseau cargo viendrait s'arrimer au ballon pour récolter 450 kg d'hélium-3. Il se servirait aussi de l'hydrogène comme carburant pour retourner sur Terre. La boucle serait bouclée. Avec un seul % de l'hélium-3 d'Uranus, on pourrait propulser des vaisseaux géants vers toutes les étoiles de la Voie lactée et transporter des millions de passagers. Tout ça paraît trop beau pour être vrai. Est-ce vraiment faisable? C'est ce que Mike Massimino a voulu savoir. Extraire du gaz n'est pas facile. On ne peut pas le faire au marteau. Alors, comment fait-on? On peut faire flotter un contenant dans le gaz et le récolter. On peut en faire l'expérience sur Terre en mélangeant 3 gaz de densité différentes. De l'air, du dioxyde de carbone et un gaz au nom barbare, l'hexafluorure de soufre. Alors, l'hexafluorure de soufre, qu'est-ce que c'est? Bonne question. C'est un gaz qui est 6 fois plus dense que l'air. Si je l'aspire, mes cordes vocales vont devoir travailler plus dur pour produire un son. C'est l'inverse de ce qui se produit avec l'hélium. Écoutez ma voix, vous entendez? C'est pas truqué, c'est vraiment ma voix. Allez, c'est parti. Mike va plonger dans la cuve et libérer chacun des gaz l'un après l'autre. Il va ainsi créer un mélange semblable à l'atmosphère d'une planète dont on voudrait exploiter le gaz. Je commence par l'hexafluorure de soufre. Ce premier gaz, très dense, va remplir le fond de la cuve, comme s'il s'agissait de la partie la plus basse de l'atmosphère d'une planète. Mike, tu peux passer au deuxième gaz, le CO2. Si tout se passe comme prévu, il va flotter au-dessus de l'hexafluorure. L'hélium-3 est comparable à cette couche de dioxyde de carbone. Il flotte sur la couche d'atmosphère plus dense, sans pour autant se mélanger avec le gaz moins dense qui se trouve au-dessus. Maintenant, on va tenter de l'extraire grâce à un ballon plus lourd que l'air, mais plus léger que l'hexafluorure de soufre. Voyons ce que va faire le ballon. Eureka! Le ballon est moins dense que le dioxyde de carbone, mais plus léger que l'hexafluorure de soufre. Attends, je vais souffler des bulles pour voir ce que ça donne. Elle flotte sur le CO2. Elle voltige. Elle flotte sur le gaz. Elles sont très légères, elles restent très haut. Oui, et à différentes altitudes, en fonction de leur masse respective. Si on voulait exploiter cette couche de gaz, on utiliserait nos bulles. Pour exploiter un gaz plus dense, on prendrait le ballon.
Exact. Et tu as créé ta propre atmosphère. Et voilà comment on exploite quelque chose qu'on ne peut même pas voir. On peut donc naviguer à travers les masses de gaz d'une planète comme Uranus pour exploiter ces formidables gisements. Mais l'hélium 3 n'est rien au regard d'un autre trésor. Il existe un bien plus précieux encore. Une ressource d'une valeur inestimable. Ce dont nous avons besoin pour vivre, l'élément indispensable à la vie, c'est l'eau. Sans eau, nous ne sommes rien. Le corps humain est composé à 65% d'eau. Sans elle, on ne peut survivre très longtemps. Heureusement pour nous, la Terre dispose d'environ 227 quintillions de litres d'eau. Mais les températures extrêmes qui règnent dans l'espace et sur les autres planètes font de l'eau liquide l'un des plus grands et des plus rares trésors de l'univers. Si vous trouvez que les bouteilles d'eau sont chères sur Terre, imaginez leur valeur dans l'espace. Les scientifiques ont tenté de localiser des sources d'eau accessibles dans le système solaire. Et à leur grande surprise, en 2009, ils s'en ont trouvé beaucoup plus près qu'ils ne le pensaient, grâce au projet L-CROSS. Il est possible qu'il y ait de l'eau sur la Lune. La mission L-CROSS avait pour objectif de déterminer le potentiel de notre satellite avant une exploration plus poussée. Cette exploration s'est concentrée sur une zone en particulier, potentiellement plus riche en eau. Les rayons du Soleil atteignent rarement les pôles de la Lune. Le fond des cratères de ces zones ne voit le Soleil qu'une fois tous les 1 ou 2 milliards d'années. C'est dans ces cratères que se trouve peut-être notre trésor. Le projet L-CROSS a envoyé une sonde en mission suicide pour s'écraser sur la Lune, tandis qu'une autre restait en orbite pour analyser les débris de l'explosion. Cette petite tache, c'est le nuage de l'impact. On est 20 secondes après l'impact. Si on grossit l'image, on voit plus distinctement le nuage de poussière. Il fait environ 10 km de diamètre. Et lors de l'impact, on a vu de l'eau et de la glace. On a estimé la quantité d'eau qu'on a vue apparaître dans notre champ de vision à 150 kg. Ce petit nuage d'impact contient donc 150 litres d'eau. A priori, ça paraît peu. Mais l'expérience a permis de faire une découverte extraordinaire. Quand on a calculé la proportion d'eau dans le nuage de poussière que nous avons soulevé, on s'est aperçu qu'il y avait 5% d'eau. C'est une concentration 2 fois plus grande que dans le désert du Sahara. C'est incroyable. Il y a sur la Lune des endroits plus humides que sur Terre. Dans l'année qui a suivi, les scientifiques ont pu déterminer que le cratère où s'est écrasée la sonde contenait près de 4 milliards de litres de glace. Assez pour remplir 1500 piscines olympiques. La région des pôles offre certainement d'autres sites riches en eau. Le plus grand trésor de l'univers, le bien le plus précieux qui soit, n'est pas aux confins du cosmos, mais tout près de nous, sur notre Lune. Dans l'espace, la valeur des choses n'est pas la même. Ce qu'on considère comme précieux sur Terre, les cartes de crédit, l'argent, ça ne sert pas à grand-chose là-haut. Mais l'eau, l'air, ce sont des biens inestimables, parce qu'ils vous permettent de vivre et non de décorer votre intérieur. On a commencé par extraire des métaux de la croûte terrestre, comme l'or. Et puis on s'est tourné vers l'espace, vers les astéroïdes qui contiennent des métaux précieux. Ensuite, on est allé vers les géantes gazeuses, riches en hélium 3, pour propulser des voyages intersidéraux. Et enfin, on s'est aperçu qu'il y avait de l'eau sur la Lune. La carte au trésor, c'est peut-être notre système solaire.